Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je suis Olivier Grisel, je suis ingénieur dans une équipe INRIA à Saclay, l'équipe pariétale. Et au sein de cette équipe, je travaille notamment sur des implémentations d'algorithmes d'apprentissage machine, au sein d'une bibliothèque open source qui s'appelle Scikit-learn. Et parallèlement à cette activité, je donne aussi des cours d'apprentissage profond, donc le deep learning, au master de data science de l'Université Paris-Saclay et l'École polytechnique. Donc aujourd'hui, on m'a demandé de répondre à cette question. Peut-on faire confiance aux algorithmes d'apprentissage profond? Donc déjà, avant de répondre à ça, je voudrais préciser un petit peu ce qu'on appelle un algorithme, puisqu'on voit assez régulièrement cette remarque sur les réseaux sociaux ou dans les médias ou dans les conversations. Un algorithme, c'est une construction mathématique, donc c'est bien défini et il ne peut pas y avoir d'erreur, puisqu'on peut faire des preuves avec des théorèmes et ainsi de suite. En pratique, ça vient d'un abus de langage, c'est qu'on l'a fait toute la journée, cet abus de langage. C'est que quand on utilise le mot algorithme dans un contexte d'intelligence artificielle ou d'apprentissage statistique, c'est qu'on parle de certaines choses qui ne sont pas forcément les algorithmes au sens plus général. Donc quand on est en apprentissage statistique, on part toujours d'un processus d'acquisition de données qui va éventuellement avoir des données brutes qu'on va éventuellement pré-traiter, transformer et stocker dans une base de données. Donc là, on voit par exemple des enregistrements qu'on vient d'un scanner, ça peut être des pixels suite à une reconstruction, ou des voxels, ou ça peut être aussi des données enregistrées ou des données plus structurées par des interactions utilisateurs. Donc ils sont stockés dans une base de données avec différentes lignes, plusieurs enregistrements sont plusieurs lignes, et on a plusieurs colonnes qui peuvent être les différents pixels ou les différents types de variables qui nous intéressent. Et une colonne en particulier qui est la variable cible qu'on veut essayer de prédire et qui peut être générée par des annotations humaines. Une fois qu'on a accumulé cette base d'apprentissage, on peut faire tourner un premier algorithme qui est l'algorithme d'apprentissage et qui va résumer la structure statistique de cette base d'apprentissage sous la forme d'un modèle statistique. Et dans un deuxième temps, on va conserver uniquement ce modèle-là, on peut le copier, c'est un ensemble de paramètres, on peut avoir un fichier binaire, le déployer sur une autre plateforme, sur un téléphone mobile ou un serveur, et faire tourner ce modèle dans un algorithme de prédiction. Donc en fait, les paramètres de ce modèle sont une entrée qui va être combinée avec une deuxième entrée qui est un deuxième enregistrement de données de test. Cette fois-ci, on n'a pas la notation verte. Et l'algorithme va combiner le modèle statistique avec les nouvelles données pour fournir la prédiction verte. Et effectivement, ces deux blocs orange, l'algorithme d'apprentissage et l'algorithme de prédiction, sont définis mathématiquement très proprement la plupart du temps. On peut prouver des choses et en général, il n'y a pas d'erreur intrinsèque à ces algorithmes. Pourtant, la prédiction verte ici ne correspond pas forcément à la valeur qu'on avait attendue. Cette prédiction-là peut être en décalage par rapport aux données qu'on a rentrées ici. Et au fait, ça ne vient pas forcément d'erreurs mathématiques ou d'erreurs d'implémentation ou de bugs logiciels qui viendraient de ces deux briques jaunes, mais ça vient principalement de la constitution de la base de données d'entraînement et des annotations qu'on a fournies, et éventuellement des choix de paramétrage, d'adéquation, on va dire, de l'algorithme d'apprentissage par rapport aux problèmes qu'on est en train d'essayer de résoudre, des choix de modélisation. Donc c'était dans un premier temps pour clarifier ces points-là. Donc maintenant, je vais dire un peu plus quels sont les types de problèmes qu'on peut avoir dans la constitution de cette base de données d'entraînement et les pièges les plus courants, dont certains ont déjà été bien présentés dans les présentations précédentes. Donc, mais pour résumer, un algorithme, ce n'est pas lui vraiment qui fait les erreurs, les erreurs viennent plutôt du fait que le modèle statistique qu'on a généré est mauvais, et la cause fondamentale, c'est la construction du modèle, en particulier des données qu'on a utilisées pour construire ce modèle. Donc pourquoi on obtient ce mauvais modèle? On peut déjà avoir des problèmes dans le processus d'acquisition. Par exemple, si on travaille avec des scanners IRM ou d'autres processus de mesure comme ça, on peut avoir des problèmes de résolution. Par exemple, la résolution qu'on utilise n'est pas forcément adaptée
au diagnostic qu'on veut fournir à la fin. Et si ça se trouve, avec les mesures qu'on a, on ne peut pas forcément faire de bonnes prédictions parce que, tout simplement, la qualité de la mesure n'est pas suffisamment bonne. On peut aussi avoir des problèmes de qualité dans les annotations de la base d'entraînement. Ça, c'est quelque chose qui est très, très fréquent. Il y a plein de diagnostics qui peuvent être très compliqués et sur lesquels même un groupe d'experts entre eux ne vont pas forcément avoir un bon score d'agreement, d'accord entre eux. On pourrait avoir, par exemple, qu'ils sont d'accord que dans 80% des cas sur la notation d'un diagnostic vrai ou faux, il y a une lésion ou autre chose. On peut aussi avoir des problèmes qui sont liés au fait que la base d'entraînement qu'on utilise a un trop petit nombre d'enregistrements qui ne couvrent pas suffisamment les cas qu'on va voir dans la vie réelle et qu'on a besoin d'avoir des bases plus grosses pour pouvoir entraîner des modèles statistiques qui aient un taux d'erreur acceptable. On peut aussi avoir un décalage entre la base d'apprentissage et les données sur lesquelles on va faire prédire le modèle. Donc une mauvaise représentativité des données d'apprentissage. Ça peut être lié à un décalage. Par exemple, on va acquérir des données d'apprentissage avec un certain scanner dans un certain centre. Et ensuite, on va faire tourner le modèle qui dérive de cette base d'apprentissage sur des données qui viennent d'un autre scanner dans un autre centre. Et il peut y avoir un décalage statistique qui sont liés au processus d'acquisition. Ça peut être aussi un décalage démographique, plein de biais de représentativité de la base d'apprentissage dans le recrutement des patients qui ont été utilisés d'un côté et de l'autre, qui ne correspondent pas, par exemple. Enfin, il peut y avoir aussi des problèmes qui sont plus liés à la conception du modèle statistique, par des choix qui ont été faits par le data scientist qui a fait son modèle et qui a pu faire des erreurs parce qu'il avait un mauvais a priori sur le contenu des données. Il pensait que telle colonne voulait dire ça, et en fait, il y a eu une telle normalisation qui a été faite en pré-processing et qu'il n'était pas au courant, et il ne l'a pas détecté au moment où il a fait son modèle, et du coup, le modèle est mauvais. On peut aussi avoir des problèmes de choix de modélisation inadaptés. Par exemple, on peut réutiliser un modèle qui ne prend pas en compte correctement une structure temporelle ou une structure spatiale et que du coup le modèle en souffre, ou éventuellement qu'on minimise un critère d'optimisation pour l'apprentissage qui n'est pas vraiment adapté au type de diagnostic qu'on veut faire. Donc pour construire des systèmes dans lesquels on puisse avoir confiance, faites un processus continu qui va permettre de retirer un peu tous ces pièges, ou au moins de vérifier si on est confronté à l'un ou l'autre de ces pièges. Donc la première chose à faire, et qu'on dit tout le temps aux étudiants enfin, à tous les data scientists, c'est de faire un contrôle visuel, une inspection qualitative de la base de données qu'on va manipuler, pour essayer de voir déjà, a priori, est-ce qu'il y a des biais qui sautent aux yeux directement, est-ce qu'il y a des problèmes de qualité dans l'acquisition, et ainsi de suite. On peut aussi, quand on a des acquisitions, mesurer la qualité des annotations, notamment mesurer le taux d'accord entre les annotateurs. Et si on voit qu'il y a certaines acquisitions pour lesquelles le taux d'accord est vraiment trop mauvais, essayer de voir si on ne peut pas avoir une source objective tierce qui permette de résoudre ce manque de consensus entre les annotateurs. Par exemple, ça pourrait être une biopsie ou un rapport d'intervention chirurgicale qui pourrait trancher le débat et donner un meilleur signal d'une meilleure qualité, moins bruitée, pour pouvoir avoir des annotations d'entraînement qui soient de meilleure qualité. Éventuellement, on peut même juste confronter les annotateurs entre eux, leur demander de se mettre d'accord. Peut-être que, si ça se trouve, en discutant, ils vont comprendre pourquoi ils ont fait une erreur d'annotation. Ou dans certains cas, ça peut aussi introduire un nouveau biais. Bon, c'est un autre problème. Le moyen principal pour les data scientists de mesurer la qualité de leur système, c'est d'utiliser une procédure statistique qui s'appelle la validation croisée. Et donc, je vais en parler un peu plus en détail, mais c'est le moyen principal de valider la capacité d'un modèle à généraliser sur des données futures. Là aussi, il peut y avoir des pièges, je vais en parler un peu plus précisément plus tard. Ensuite, on peut aussi, au lieu de faire une mesure, par exemple avec une validation croisée d'un taux d'erreur global, vérifier que le taux d'erreur, quand on stratifie la base d'apprentissage sur laquelle on fait la validation croisée, par des sous-populations avec différents groupes cibles, par exemple d'âge, de genre, d'origine ethnique ou sociale, de vérifier que le taux d'erreur qu'on a est à peu près comparable pour les différents groupes. Ça nous permet de voir déjà si on n'a pas un gros problème de biais qu'on aurait mis et auquel on ne s'attendait pas dans notre modèle.
Et enfin, il y a des mécanismes plus récents pour essayer d'expliquer les décisions qui ont été prises par le modèle au cas par cas, d'essayer d'ouvrir la boîte noire. Quand les modèles sont complexes, ce n'est pas forcément évident. Ça, je vais en parler un peu plus en détail dans le cadre des réseaux de neurones. Et estimer le niveau de confiance pour chaque prédiction. C'est-à-dire que la plupart de ces modèles que j'ai présentés, en plus de... Ah oui, il faut que je fasse ici, en plus de nous fournir par exemple une prédiction vrai ou pas, vrai ou faux, il y a par exemple une tumeur dans une image, il pourrait nous donner une probabilité, enfin la plupart donnent une probabilité, un niveau de confiance pour dire je suis sûr à 80% que c'est une tumeur à tel endroit. Donc ça, c'est le niveau de confiance de chaque prédiction. Donc, détaillons un petit peu la procédure de cross-validation qui permet d'estimer la capacité d'un modèle à généraliser sur de nouvelles données. C'est toujours important, quand on a des données à noter, de réserver une partie des données qu'on ne va pas utiliser pendant le processus de développement du modèle pour pouvoir faire une validation finale avant de faire une mise en production et de se concentrer sur un jeu de développement pour faire les choix de modélisation du modèle. Et dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper ce training set, cette base d'apprentissage, en plusieurs sous-groupes. Et ensuite, on va considérer chacun de ces sous-groupes et le considérer comme un faux jeu de test et entraîner un premier modèle sur la concaténation des autres groupes. Donc ça va être un nouveau jeu d'apprentissage. Et ensuite, on va mesurer le score de prédiction sur ce validation set. Et on va faire ça plusieurs fois en considérant tous les sous-groupes les uns à la suite des autres. Et ensuite, on va pouvoir moyenner ou mesurer le score en prédiction et avoir une incertitude sur le score en prédiction comme ça. Donc ça, c'est un sanity check qui est fiable, mais il y a quand même des problèmes. C'est que si la base d'entraînement n'a pas une hypothèse qui s'appelle AID, Independent and Identically Distributed, même au sein même de la base d'entraînement, on peut avoir des problèmes où on va avoir un score de cross-validation qui est trompeur. Et donc là, il faut faire attention, si on voit qu'il y a des dépendances entre les échantillons, par exemple, on peut avoir plusieurs échantillons qui viennent du même sujet ou des groupes d'échantillons qui viennent de certains scanners et pas d'autres, de faire en sorte qu'on va garder dans un bloc de validation que des données qui viennent du même scanner, par exemple. Donc si on met ces contraintes-là, on va pouvoir évaluer la capacité à généraliser sur un nouveau scanner et à ne pas se tromper à ce niveau-là. Par contre, ça ne nous permettra pas de nous dire si la base de données qu'on utilise pour l'apprentissage va être vraiment représentative des données qu'on va utiliser dans le futur pour les vrais diagnostics une fois que ce sera en production. Donc ça, c'est toujours un problème qu'il faudra revérifier a posteriori. Maintenant, je voudrais parler plus précisément des réseaux d'apprentissage, enfin des réseaux de neurones, de l'apprentissage profond, le deep learning. Donc, en contrastant ça par rapport à des modèles plus ouverts, ou plus en boîte blanche, plus traditionnels, comme par exemple des modèles linéaires qui sont présentés dans tous les bouquins de statistiques, notamment celui-là par exemple, dans lequel j'ai pris cet exemple. Si on a un modèle linéaire qui, par exemple, là, essaye de prédire si un sujet a développé une maladie cardiaque, en fonction d'un certain nombre de paramètres, par exemple, c'est le nombre de kilos de tabac qu'il a fumé au cours de sa vie avant, un taux de cholestérol, je ne sais plus en quelle unité, est-ce qu'il y a des antécédents familiaux, pour chacun des antécédents familiaux, on va noter 1, et l'âge de la personne. Quand on fit un modèle linéaire de régression logistique là-dessus, donc c'est un modèle très, très traditionnel, on peut avoir des coefficients qui vont nous dire, déjà par leur signe, en quoi ils impactent la variable de sortie, et aussi par leur magnitude, sous réserve que les variables soient suffisamment bien décorrélées, dans quelle mesure ça impacte la sortie. Et donc là, on peut voir que si on fume 1 kg de tabac, c'est à peu près équivalent à vieillir de 2 ans en termes de probabilité de développer une maladie cardiovasculaire. Je ne sais plus laquelle c'était dans ce dataset. Donc, ce qui est intéressant avec ces modèles-là, modèles linéaires, c'est qu'on peut directement interpréter les coefficients du modèle pour avoir des conclusions sur comment le modèle prend ses décisions et quelles sont la magnitude des différentes variables en entrée. En pratique, ça marche que quand on a un faible nombre de variables et que quand elles sont bien décorrélées, et en plus d'autres hypothèses à vérifier.
Donc dans plein de cas de nos jours, notamment pour faire de l'imagerie médicale, on ne peut pas se limiter à ces modèles linéaires en boîte blanche, puisque quand on fait de l'imagerie médicale, on veut faire un diagnostic, détecter des objets, par exemple des tumeurs dans une image. On a un grand nombre de variables, ce sont des dizaines de milliers de pixels ou de voxels, et en général, il y a une très forte structure de corrélation entre ces variables. Donc toute cette interprétation traditionnelle qu'on peut faire comme ça avec des statistiques traditionnelles sont beaucoup plus compliquées à faire. Et en plus, des modèles linéaires ne vont pas forcément marcher correctement sur ce genre de données. Et notamment, si on voulait faire ce genre de modèle linéaire, il faudrait sélectionner un faible nombre de variables bien choisies. On pourrait avoir une explication de la décision qui a été faite par le modèle linéaire, mais il aurait un très fort taux d'erreur. Donc, est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir un modèle qui est explicable s'il a une qualité de prédiction qui est très mauvaise de toute manière? Donc, on ne peut pas se contenter de ça. Donc, il va falloir essayer de voir comment on peut expliquer la décision qui est prise par les modèles état de l'art qui sont capables d'analyser des images en très, très grande résolution. Et donc, ce sont typiquement les réseaux de neurones. Donc, ces architectures très profondes avec plein de couches. Et chacune de ces couches fait une décision, fait une transformation des données qui est non linéaire. Donc là, on voit que le nombre de coefficients, c'est plusieurs millions. Le nombre de variables en entrée, c'est plusieurs dizaines de milliers. Le nombre de coefficients, c'est même plusieurs dizaines de millions ou centaines de millions dans certains cas. Donc on voit qu'expliquer la décision pour l'interpréter, ça va être beaucoup plus compliqué. Mais ce n'est pas impossible, et il y a de plus en plus de recherches qui ont montré qu'on peut commencer à avoir des interprétations des décisions d'un modèle fortement non linéaire. Donc ça, c'est par exemple ce qui est fait au sein d'une bibliothèque open source qui s'appelle SHAP. Et il y a plusieurs papiers qui expliquent un petit peu mathématiquement en quoi ça correspond. Donc ça, c'est un modèle de vision artificielle qui fait juste classifier des digits, donc reconnaître des caractères, de reconnaissance optique de caractères. Donc là, on a l'exemple à chaque fois sur lequel on va faire une prédiction. Et pour ça, chacune de ces colonnes, on va avoir une explication de en quoi cet exemple est un 0, un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, et ainsi de suite. Et si plus c'est rouge, plus ça veut dire que le pixel contribue positivement au fait que cet exemple va être classifié en tant qu'un 2. Il faut regarder la colonne. Donc là, par exemple, toutes ces taches rouges-là nous permettent de prédire est-ce que cet exemple va être un 4 ou pas. Et notamment, c'est intéressant de voir qu'ici, il va colorier des pixels qui sont blancs dans l'image ici. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait une absence de pixels dans cette région-là, conditionnellement aux autres pixels qui sont vus autour, va nous permettre de dissocier que ça, c'est un 4 par rapport à un autre chiffre. Et notamment, ici, on peut voir que par rapport au 9, on voit que la relation est inversée, c'est bleu, ça veut dire que le fait qu'il y ait des pixels absents, ça empêche de classifier ça comme un 9. Et c'est aussi intéressant de voir qu'il y a un petit peu de rouge ici, ça veut dire que probablement la forme de ces pixels ici à cet endroit-là, ça indique au modèle que c'est probablement pas un 9 et que c'est plutôt un 4. Donc c'est intéressant de voir qu'on peut contraster conditionnellement aux autres pixels qui sont à côté, de voir comment le modèle prend ses décisions. Donc ça, c'est un exemple un peu toy avec juste des petits digits comme ça. Sur des images un peu plus réalistes comme des images naturelles, on peut avoir le même genre d'analyse. Donc là, c'est un bécasseau à long bec, je crois, et ça, c'est un bécassin variable. Enfin, les noms des classes en haut. Et on voit que notamment, ce qui permet de différencier le bécasseau à long bec du bécassin variable, c'est la forme du bec qui est très très droite ici. Et c'est ça sur le quoi il va se focaliser. Et par exemple aussi pour le suricate et la mangouste, je crois en français, on voit qu'il regarde les yeux, et notamment le bas des yeux ici, on voit que toutes les taches noires qui sont sous les yeux sont négativement prédictives de la mangouste. Donc c'est ça qui permet de dissocier les deux classes. Donc ce qui est encore plus intéressant, c'est d'utiliser ça sur des erreurs. Donc ça, c'est le même genre d'analyse, ce n'est pas exactement le même modèle, c'est un autre modèle qui s'appelle Lime qui permet de fournir une explication. Et là, on voit une erreur de prédiction. Donc ça, c'est un husky qui a été classifié par le réseau de neurones en tant que loup. Et si on lui demande quelles sont les parties de l'image qui ont permis de faire cette mauvaise classification, on voit que le réseau de neurones s'est focalisé sur la neige qui est dans le décor. Et donc il permet probablement d'identifier un biais du dataset, que probablement il n'y avait pas de photos de loup qui n'étaient pas dans de la neige, et que du coup, ça a biaisé, quand il y a une confusion possible entre deux animaux,
ça a incité le modèle à regarder le background plutôt qu'à regarder des traits spécifiques dans la zone principale. Donc ça peut nous donner des idées, par exemple le data scientist, pour rééchantillonner son dataset, trouver des nouveaux exemples avec des backgrounds différents, ou éventuellement détourer les backgrounds et mettre un background noir pour forcer le modèle à se focaliser sur le contenu de la zone principale et d'éviter d'exploiter ces biais du dataset. Donc c'est utile comme outil de debugging. On peut aller plus loin dans l'ouverture de la boîte noire et analyser la structure des activations des réseaux de neurones. Et donc ça, c'est un papier qui a été publié en ligne sous forme d'un journal interactif il y a quelques mois par une équipe mixte entre Google et OpenAI, où ils ont analysé les activations du réseau de neurones aux différents niveaux de couches. Là, donc on voit toutes les couches. Et ils ont fait une carte des activations possibles en 2D, sachant que ces activations sont dans des espaces à 500 ou 1000 dimensions. On a des moyens de reprojeter ces espaces vectoriels vers un espace 2D. Et ensuite, pour chacun point de cette grille, de cet espace 2D, là, vous voyez, c'est un zoom sur une toute petite zone de la carte. On a plusieurs continents dans cette carte avec plusieurs îles. Et là, on se focalise sur une petite région. Pour chacun des points de cette grille, on va essayer de reconstituer un patch d'image en entrée qui va maximalement reproduire cette activation dans cette région-là. Et ça nous permet de voir la structure de décision de ces réseaux de neurones à différents niveaux. Donc là, on voit par exemple, il y a des patterns qui ressemblent à des artichauts. On voit que là, il y a des patterns qui ressemblent à des jambes de quelqu'un en short. Là, on a des patterns de pelage de léopard. Là, on a des bouts de grenouille. On a des serpents. Et on voit quels sont les détecteurs qui sont à l'intérieur du réseau de neurones et comment ils sont agencés, comment ils sont structurés, comment ils sont proches les uns des autres. Donc, ce qui est encore plus intéressant, donc ça c'est une autre couche à un autre niveau. Donc là, on voit que c'est un niveau plus abstrait, qui est plus proche de la sortie. Et donc, on voit des objets plus complexes avec des véhicules qui auront plusieurs morceaux et qu'on monte en abstraction. Ce que je voulais dire, c'est qu'après, on peut se focaliser sur une classe en particulier. Donc là, même une paire de classes. Donc là, c'est la baleine grise et le grand requin blanc, et de regarder quelles sont les activations qu'ils ont en commune et de les organiser spatialement en disant ça c'est plus spécifique du grand requin blanc et ça c'est plus spécifique de la baleine, et ça c'est juste un agencement spatial pour qu'on ait une sorte de continuité. Et ce qui est intéressant d'aller voir après, c'est ce qui est spécifique, par exemple, du grand requin blanc. Et si on regarde ici, on peut demander au modèle aussi dans quelle autre classe est utilisé ce pattern-là. Et il va l'utiliser aussi pour une balle de baseball, ce qui est un peu bizarre, parce qu'a priori, ça n'a aucun rapport avec les deux classes de base. Et ça nous permet d'expliquer que si on prend cette image-là, où on voit une nageoire d'une baleine grise, le réseau prédit correctement que c'est une baleine grise, mais il a quand même un petit doute, éventuellement, ça pourrait être un aileron de grand requin blanc. Et ça, le fait d'avoir compris la structure de décision interne du modèle, ça nous permet de comprendre que si jamais on mélange cette image avec une balle de baseball pour laquelle on voit qu'il y a cette couture ici qui ressemble un petit peu à la séparation entre les dents et la gencive d'un grand requin blanc, ça va inciter le modèle à se tromper. Et là, maintenant, il va de manière catastrophique, inverser l'ordre des classes, alors qu'a priori, l'image, c'est quand même une image d'un mammifère marin, parce que la plus grande partie de l'image, c'est enfin un poisson, un mammifère marin, mais c'est dans la mer, quoi. Et donc, c'est bizarre parce que ça permet de mettre en évidence que le modèle va mélanger des informations bas niveau de texture comme ça, qui sont a priori pas du tout dans la bouche de l'animal ici, et va le tromper sur la nature de l'objet principal qu'on voudra noter ici. Bien évidemment, si on grossit encore ce fragment d'image ici qui devient dominant, après il va prédire baseball et puis il va ignorer le reste. Donc ça permet de révéler un problème fondamental de l'architecture des réseaux de neurones qui est utilisé, et ça va peut-être permettre aux chercheurs qui font de la vision artificielle et qui designent des architectures de réseaux de neurones de faire des architectures qui n'auraient pas ce problème-là. Bon, ça, c'est un peu prospectif, parce que je ne sais pas s'il y a des gens qui ont essayé de corriger ce genre de problème. Et je ne sais pas d'ailleurs si ce genre de problème se reproduirait sur des réseaux de neurones qui ne font pas de la classification de l'image, mais de la détection d'objets. Je ne sais pas s'ils auraient le problème ou pas. Il faudrait le vérifier. Donc, pourquoi ouvrir la boîte noire ? Analyser les activations comme on l'a fait, c'est surtout utile pour les chercheurs, on va dire, qui font de la recherche sur les réseaux de neurones pour mieux comprendre et faire des réseaux qui soient plus robustes dans le futur. Pour un data scientist qui va faire un système, essayer de le mettre en production pour un diagnostic médical,
ça ne me paraît pas très utile, c'est trop bas niveau, trop compliqué à analyser. Par contre, analyser la cause des erreurs de prédiction avec les poids de chacun des pixels pour expliquer une décision, c'est utile en phase de développement, comme on l'a vu, pour débugger des choix de modélisation et surtout pour mettre en évidence des biais dans la base d'entraînement, comme j'ai présenté avec le Lion et le Husky. Aussi en production, donc si on a un radiologue qui utilise le système, il pourrait vouloir demander au réseau de neurones quelles sont les zones de l'image qui ont permis de prédire positivement ou négativement le fait qu'il y ait une tumeur à tel endroit, par exemple, et pour vérifier que le système a pris une décision qui repose sur de bonnes raisons, entre guillemets, et pas sur quelque chose d'un artefact d'une image particulière. Donc ça permettrait de confirmer, entre guillemets, qu'il aurait fait une décision qui est compatible avec l'explication qu'on aurait trouvée. Et éventuellement, si on a des décisions qui sont incertaines pour le réseau de neurones, de regarder pourquoi, qu'est-ce qui dans l'image cause cette incertitude. Encore faut-il que le fait que le réseau de neurones nous donne des décisions incertaines, est-ce que ce niveau d'incertitude est valide ou pas? Et ça pose la question de peut-on faire confiance à la confiance qui est exprimée par le réseau de neurones? Donc ça, c'est une autre manière de le reformuler par Donald Rumsfeld. Il y a des inconnus connus, c'est-à-dire qu'il y a des choses que nous ne savons pas. Enfin, il y a la suite de la citation qui est encore plus compliquée. Bon, essayer d'embrouiller des journalistes lors d'une conférence de presse sur les armes de destruction massive en Irak. Mais les réseaux de neurones ont le même genre de problème. Si on a ce dataset-là, où le but, c'est de trouver dans une séparation d'un espace 2D, séparer deux groupes, par exemple les bleus et les oranges, avec deux groupes qui sont bien identifiés et une zone où il y a un mélange. Si on prend un réseau de neurones initialisé aléatoirement, au départ, il va faire une décision aléatoire, mais il va être relativement peu confiant. On voit que la plupart de l'espace, c'est dans des zones claires, c'est ni une probabilité de 1, ni une probabilité de 0. Si on entraîne notre réseau de neurones avec un optimiseur qui est très puissant sur un critère de maximum de vraisemblance traditionnel, en fait, on va voir que le réseau de neurones va être capable de classifier parfaitement les deux groupes. Tous les points bleus sont coloriés de la même manière, tous les points oranges sont coloriés de la même manière. Et même dans la zone où il y a le bruit, il va séparer complètement les deux groupes. Et par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'il va nous dire à 100% ou à 0%, je suis sûr à 100% de mes décisions. Mais si on teste sur des nouvelles données, en fait, il va quand même se tromper. Donc on va voir que le niveau de confiance qu'on obtient avec cet algorithme-là, avec cette paramétrisation-là, au fait, est complètement mauvaise. Le réseau est beaucoup trop confiant. Et on peut l'évaluer, si on sous-échantillonne le dataset et qu'on le réentraîne, il va nous trouver des fonctions de décision très différentes, qui auraient des formes différentes, mais avec un niveau de confiance à chaque fois qui est toujours à 100% ou à 0%. Donc on peut faire ça plein de fois. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a des zones où il va toujours être très confiant, mais par contre, il y a d'autres zones où ça bouge énormément. Donc un moyen de corriger ce problème-là, ça serait par exemple de moyenner tous les 5 réseaux de neurones précédents. Et du coup, là, on voit que cette zone-là est stable, cette zone-là est stable. Par contre, la plupart des autres zones sont intermédiaires. Et si on fait cette procédure une centaine de fois, on commence à avoir une carte de confiance qui a du sens. Bon, il se trouve que là, on a peu de points et que le réseau est toujours confiant dans cette zone-là, alors que mon processus de génération des données disait que là, il y avait autant de chances que ce soit orange que bleu. Mais c'est juste parce qu'on n'a pas suffisamment de données pour pouvoir trancher ce débat. Donc à moins de mettre un prior supplémentaire, un a priori supplémentaire, on ne pourra pas trancher ce débat correctement. Mais au moins, le fait d'avoir fait un rééchantillonnage et un ensemble de modèles, ça a permis de mieux calibrer la confiance, le niveau de confiance dans les zones où il devrait être incertain parce qu'il n'y a pas de données. Donc déjà, ça c'est déjà un progrès. Donc il y a plein de moyens de mesurer ça. Dans des situations réelles, on ne peut pas évaluer le fait que on ne peut pas faire ce genre de diagramme parce que là, je travaille sur un espace en 2 dimensions avec que 2 variables en entrée, donc on ne peut pas faire un contrôle visuel, entre guillemets, qui a ce problème-là. Donc ce qu'on peut faire, c'est des courbes de calibration, je ne vais pas expliquer les détails. On peut faire certaines corrections a posteriori de cette courbe de calibration avec la régression isotonique, mais ça a ses limites. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on va combiner, par exemple, cette calibration a posteriori avec des mécanismes de régularisation supplémentaires pendant l'apprentissage du modèle, avec éventuellement construire un ensemble, comme je vous ai montré précédemment,
ou on peut intégrer un petit peu tout ça en une seule étape avec un framework bayésien qui va nous donner des résultats similaires. Et donc, on voit un nouveau domaine du deep learning, de l'apprentissage profond, qui s'appelle Bayesian Deep Learning. On va avoir la volonté d'apprendre des réseaux de neurones qui ont une meilleure compréhension de leur niveau d'incertitude naturellement. Bon, c'est toujours en cours de développement, il y a des progrès régulièrement. En général, ça coûte un peu plus cher d'entraîner ce genre de réseau, mais c'est potentiellement moins cher que de construire un ensemble de 100 réseaux. Il y a des trade-offs, des compromis un peu dans tous les sens. Et enfin, il y a un dernier niveau d'incertitude dont je n'ai pas parlé, c'est que toute l'incertitude qu'on a modélisée jusqu'à présent, c'est Y sachant X. Mais il peut y avoir aussi d'autres problèmes, c'est que les données en entrée elles-mêmes sont anormales ou sont nouvelles, et que si on ne fait pas un modèle spécifique pour essayer de détecter ça, on ne va pas pouvoir s'en rendre compte en production, et on va avoir des niveaux de confiance qui seront aussi mauvais parce qu'on n'aura modélisé que ça. Donc il faut aussi compléter cette calibration de l'incertitude de Y sachant X vis-à-vis d'une prédiction de la probabilité de X pour détecter les anomalies sur le système de prédiction. Et aussi, notamment, si par exemple, si en production, on a un scanner qui a un décalage, un mauvais réglage ou quelque chose comme ça, qui fait que la décision de PY sachant X sera mauvaise, c'est important d'avoir cet autre modèle qui va contrôler pour ce genre de problème. Donc, en conclusion, je vais citer Bruce Schneier, qui, en parlant de la sécurité informatique, dit qu'on ne peut pas voir la sécurité informatique comme un produit qu'on pourrait acheter et installer et c'est réglé. C'est un processus continu. Et pour la confiance dans les réseaux de neurones, c'est un peu le même problème. Il faut avoir, je pense, la même approche. C'est que c'est possible de faire des systèmes fiables, mais il y a tellement de pièges qu'il faut vraiment faire des efforts pour contrer tous ces pièges à tous les niveaux, au niveau de la conception, au niveau de la validation avant de mettre en production, et même au niveau de l'utilisation, les opérateurs, les radiologues par exemple, il faut qu'ils soient un peu au courant de quelles sont les limites de leur système. Et donc ça passe par de l'éducation pour enseigner les bonnes pratiques et connaître les pièges courants de ces processus, notamment tout ce qui est qualité des données d'apprentissage. Donc ça passe aussi par la mise en place de procédures de validation systématique, de la qualité des annotations, de la couverture de la base d'entraînement, de mesure des performances, avec de la cross-validation, avec de la stratification, comme j'ai mentionné précédemment, mesure de la calibration des niveaux de confiance. Tout ça, il faut le faire systématiquement. C'est un effort un peu, on peut avoir tendance à vouloir sauter une étape, mais si on n'est pas un peu strict là-dessus, on peut vraiment passer à côté de problèmes importants. Et enfin, améliorer la transparence dans toute la chaîne, en utilisant des outils qui permettent d'expliquer les décisions au niveau de la conception et aussi au niveau de l'utilisation. Publication des courbes de performance quand on va mettre un système pour avoir un peu une idée de ne pas faire une confiance aveugle quand il y a un taux d'erreur qui peut être assez fort. Faire des prédictions granulaires. Par exemple, si on fait une prédiction sur une image, détection des objets, la localisation de toutes les zones qui peuvent, impacter un diagnostic, et pas juste vrai ou faux, cette image représente une pathologie. Aussi dans la conception, utiliser des produits open source, ça permet de comprendre comment le système a été construit et éventuellement d'aller voir comment il marche et de le débugger. Enfin, ça simplifie ça. Et partage des données, notamment pour les bases d'entraînement, ça permet aussi d'aller débugger les problèmes de la base d'apprentissage. Merci beaucoup pour votre attention.